Ces 8 siècles d'existence n'ont pas encore donné au mouvement béguinal la notoriété qui lui reviendrait. Il est encore inconnu de nombreux spécialistes de l'histoire et de la spiritualité. Pourquoi ? Tout en ayant aussi une branche masculine, les Béguins, il a été surtout un mouvement de femmes connu sous le nom de béguines. Certains même disent que par son caractère d'indépendance face à l'autorité masculine, le mouvement béguinal serait le premier mouvement féministe européen. Mais pourquoi le terme béguine est-il aujourd'hui synonyme de bigoterie ou d'hypocrisie ? La grande richesse spirituelle surgie du mouvement béguinal a nourri les traités théologiques de noms célèbres, tels Maître Eckhart ou Ruysbroeck l'Admirable. Mais les écrits de Béguine sont quasi inexistants. Pourquoi ? Et comment se fait-il que tout en ayant été les premières infirmières d'Europe, il n'y ait pratiquement pas de traces de leur mission dans les livres d'histoire de la médecine ? Celles-ci et d'autres questions trouveront en partie réponse dans ces multimédias, dont le but est de faire connaître et de réhabiliter une histoire des femmes, longue, féconde et spirituellement riche. Les titres « Al om al », traduit du flamand primitif, signifient « le tout pour le tout ». Ces multimédias constituent notre hommage à l'égard de ces dizaines de milliers de femmes qui, de la fin du XIIe à la fin du XXe siècle, ont vécu une aventure spirituelle, combattue par beaucoup, ignorée par trop, et parfois même tournée en dérision par certains. Ces femmes auraient par contre bien des choses à nous apprendre, à nous femmes et hommes du XXIe siècle, sur les profondeurs de l'amour et la sanctification dans la liberté. Vers la fin du XIIe siècle apparaît un fait inédit. Des femmes commencent à exister sans être ni épouses ni moniales. Ce sont des voisines, où elles habitent dans la même maison ou dans des maisons en enfilade dans une même rue. D'autres vivent comme ermites près d'une église, d'autres près des malades et d'autres encore vivent seules ou en groupe près d'un couvent masculin. Ou surtout, si elles sont pauvres, elles choisissent une vie apostolique errante, en priant et en mendiant au cri « un pain pour l'amour de Dieu ». Prenait ainsi naissance sous une multiplicité de formes le mouvement des béguines, qui a toutefois partout le même but, vivre un milieu urbain mais retiré, une vie de perfection basée sur la prière, le travail sanctifié, les services aux démunis, la vie communautaire, et la recherche mystique, même avec des formes d'ascétisme. L'expérience béguinale est ainsi un mixte original d'éléments laïques, individualité, indépendance institutionnelle, travail rétribué, et d'éléments religieux, vie consacrée mais avec des engagements révocables, prière intense, service aux démunis et recherche mystique. Le premier groupe de béguines historiquement daté se développe autour de Marie d'Oigny, laquelle, après avoir pendant 12 ans soigné des lépreux avec son mari, en 1207 se retire à vie béguinale à Oigny, en Hainaut, province de l'actuelle Belgique. Un autre groupe se forme avec l'aide du prélat Lambert le Bègue, qui peu avant sa mort, survenue à Liège en 1187, fait construire des maisonnettes autour de l'église Saint-Christophe pour y accueillir des femmes désirant vivre en retrait du monde. On connaît l'existence à Nivelles, à partir de 1208, d'un groupe de femmes qui se consacrent à la prière et aux œuvres de charité. L'accroissement considérable de leur nombre, les péripéties pour les femmes d'une vie errante et les pressions ecclésiastiques en vue d'un établissement protégé mènent à la création des béguinages, quadrilatères de petites maisons individuelles, entourées de murs, qui obtiendront ensuite le statut de paroisse. Le mouvement atteint son expansion maximale au XIIIe siècle et à partir de la seconde moitié de ce siècle, il se développe surtout dans les béguinages. Une telle diversité et l'absence d'une structure centralisée rendent difficile la quantification du nombre de béguines.
On sait d'une lettre du pape Jean XXII à l'évêque de Strasbourg qu'en 1321, près de 200 000 béguines vivent dans la seule Allemagne occidentale. En 1372, 1300 béguines vivent à Bruxelles, plus de 4% des 30 000 habitants d'alors. On a cité le chiffre d'1 million de béguines en Europe au moment de leur expansion maximale, mais ce n'est pour le moment qu'une estimation non documentée. Le mouvement béguinal n'a pas une origine précise et pas même une fondatrice. On a voulu, au XVIIe siècle, la trouver en Sainte-Bègue, mais la tentative fut rapidement abandonnée du fait que Bègue, sœur de l'abbesse Gertrude de Nivelles, mourut bien avant, exactement en 693. Sans fondatrice, sans origine précise, le mouvement béguinal est aussi sans règle unique, puisque chaque béguinage dispose de sa propre règle. Et encore, le mouvement béguinal est aussi sans une historiographie codifiée, ce qui explique en partie sa faible visibilité historique. Ces femmes semi-religieuses sont dénommées de manière différente suivant les pays de résidence. Jacques de Vitry, dans l'un de ses sermons écrits entre 1229 et 1240, nous les énumère. En latin, mulier religiosa. En français, papelarde. En lombard, umiliata. En toscan, bizzocca. En allemand, Kokenun. En flamand, Begein. L'origine du nom flamand est incertaine. C'est peut-être une corruption philologique du terme albigeois, ou une dérivation de la couleur beige de leur habit, ou encore du vieil allemand Beggen, Beggen, prier, du vieux français Begar, marmonnet de prière, du celtique en français Beg, Begel, simplet, bigot. Le mouvement béguinal incluait aussi des hommes, les bégards. Tout comme les béguines, ils n'étaient pas liés par des vœux. Ils n'avaient pas une règle unique et les membres d'une communauté obéissaient au seul supérieur local. Les bégards n'avaient pas de propriété privée. Les frères d'un même couvent avaient une bourse commune, vivaient sous le même toit et mangeaient à la même table. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient d'origine modeste, des tisserands, des teinturiers, et de ce fait intimement liés aux corporations des métiers. Il semblerait même qu'aucun homme ne pouvait être admis au couvent des bégards de Bruxelles s'il n'était pas membre de la compagnie des tisserands, et cela n'a peut-être pas été le seul cas. Les bégards étaient des hommes envers lesquels le sort n'avait pas été tendre, des hommes rescapés ou dont les liens familiaux avaient été brisés par un malheur, et qui, pour des raisons d'âge, de santé ou d'accident, ne pouvaient pas vivre seuls. La période des grandes ferveurs religieuses qui voit naître le mouvement béguinal est la même qui voit naître les ordres mendiants et un nombre important de mouvements qualifiés d'hérétiques et violemment réprimés par l'Église. Le mouvement béguinal est lui aussi considéré comme suspect et en odeur d'hérésie. Grâce à l'intervention active de quelques prélats, au XIIIe siècle sont rédigées 2 bulles papales pour la protection des béguines de quelques diocèses de l'actuelle Belgique. Mais la répression se poursuivant partout ailleurs, les béguines allemandes, françaises, italiennes et autres eurent du mal à résister. L'Inquisition, créée en 1231, condamne au bûcher des béguines aussi. Parmi elles, Luthegarde de Trèves en 1231, Alédis de Cambrai en 1236 et Marguerite Porrette en 1310. Le synode de Vienne condamne le mouvement béguinal comme hérétique. Mais ce jugement est mitigé par 2 bulles papales, la première de Jean XXII en 1319 pour les béguines du Brabant, et en 1343 celle de Clément VI pour les béguines hollandaises. Poursuivies, soumises à des procédures inquisitoriales, souvent dépouillées de leurs biens, obligées même à fermer leurs institutions, seules les béguines des Pays-Bas peuvent continuer sans trop d'agression. Mais le climat est partout marqué par la suspicion et la stricte observance des règles. Des temps difficiles, durant lesquels les nouvelles constructions, telles le béguinage d'Hoogstraten en 1380, sont extrêmement rares. La répression continua jusqu'au moment où elles furent toutes transférées en enceintes fermées et bien ordonnées. Les bégards, plus obstinés, furent à plusieurs reprises condamnés au niveau local et terminèrent leur vicissitude avec la fin du Moyen Âge.
La crise de la réforme aux Pays-Bas septentrionaux passée au calvinisme élimine tous les béguinages, à l'exception de ceux d'Amsterdam et de Breda. Dans les Pays-Bas méridionaux, le mouvement reprend du souffle, mais avec en surplomb la contre-réforme, qui exige une tutelle accrue des directeurs spirituels et une clôture plus sévère. Le gouvernement autrichien, qui par la paix d'Utrecht en 1713 obtient le pouvoir sur ce territoire, n'encourage pas les mouvements. Au contraire, il lui met bien des obstacles, via des réglementations et des taxes qui obligent les béguines à des ventes forcées et à bas prix de leur béguinage. Enfin, l'occupation française en 1795 confisque leurs biens et accepte leur résistance uniquement en tant que service d'assistance. En 1814, les béguines peuvent reprendre leurs habits, mais pas leurs biens. Et en 1824, pendant un temps, sont interdites aussi de nouvelles professions. Malgré cela, en 1896, vivent encore 1230 béguines en Belgique. En 1960, il y en a encore 600 en 11 béguinages. Mais à la fin du siècle, on peut les compter sur les doigts de 2 mains. On devient béguine après ses 18 ans. La postulante doit provenir d'une famille honnête, être en bonne santé, ne pas avoir de dettes et être à même de subvenir à ses besoins. Après une première période de noviciat, d'habitude passée ensemble avec la grande dame pour l'apprentissage des règles de la nouvelle vie, elle prononce l'engagement de chasteté et d'obéissance. La deuxième période de 2 ans se passe sous la houlette d'une béguine expérimentée. Seulement après, elle peut occuper seule une maisonnette du béguinage. D'habitude, le logis appartient à la béguine elle-même, qui ne peut toutefois pas le vendre, mais uniquement en avoir l'usage. Ceci, du moins, au grand béguinage de Louvain dans l'année 1270. Mais comme nous le savons, chaque béguinage a sa propre règle. Les béguines plus pauvres vivent dans des couvents, c'est-à-dire des maisons collectives plus grandes, toujours à l'intérieur du béguinage. La grande dame, la responsable du béguinage, est élue par les autres béguines et jamais à vie, sauf à de rares exceptions, comme dans la première règle de Bruges. Si le béguinage est grand, elle est assistée par d'autres responsables, où la direction est collégiale. Le principe de la rotation de l'autorité s'applique aussi aux fonctions internes. Leur habit au Moyen Âge est celui des classes bourgeoises simples. Elles ont la tête couverte et ne portent pas de bijoux, mais il n'y a pas d'uniforme, même pas au sein du même béguinage. La robe peut être de couleur beige, la couleur de la laine naturelle, grise, brune, bleue ou noire. Petit à petit, au cours des siècles, elle s'identifie à celle des moniales. Au XVIe siècle, une décision épiscopale requiert la couleur noire, un signe de deuil pour les guerres de religion entre protestants et catholiques. La porte du béguinage se ferme à une heure bien précise et au soir, toutes les béguines doivent être rentrées. Les sorties se font au moins à 2 et doivent être motivées. La présence dans les béguinages est obligatoire aux jours fériés. Aucun homme ne peut y être logé, sauf les enfants de moins de 7 ans. Le travail dont elles gardent le bénéfice est une nécessité économique et un trait de leur spiritualité. Parmi les différents métiers exercés, il y a le blanchissage des draps, l'agriculture, le travail du lin et la broderie, la fabrication des bougies et des hosties, mais également la transcription des manuscrits, l'enseignement et l'assistance aux malades. Il y eut aussi des moments pendant lesquels les béguines furent impliquées dans les grandes luttes économiques et sociales, mais leur spiritualité particulière ne les rendait pas spécialement actives dans les conflits des travailleurs. Le service aux démunis est pour elles une manière de se donner à Dieu par des œuvres de charité. L'assistance aux malades est dispensée dans l'infirmerie du béguinage ou à domicile. Les béguines sont parfois sollicitées pour démarrer des hôpitaux, comme le fit Philippe Rollin pour l'Hôtel-Dieu de Beaune, en faisant appel à un groupe de béguines de Malines. Elles interviennent régulièrement en cas d'épidémie et nombreuses sont mortes par contagion. Pour le dévouement durant le choléra de 1832,
Le béguinage de Sainte-Élisabeth à Gand reçoit une médaille en or du gouvernement. Après la bataille de Waterloo en 1815, les églises de béguinage de Gand sont transformées en hôpitaux et les couvents du béguinage de Lyre devient, en 1914, le siège de la section locale de la Croix-Rouge. La table du Saint-Esprit, elle aussi présente dans les béguinages, est une avant-première des Restos du Cœur. L'étude et la culture font partie de leur vie quotidienne. La lecture des textes sacrés en langue vulgaire et les commentaires qu'elles en font dans leur maison mais aussi dans les rues sont l'un des aspects qui les rendent fortement suspectes aux yeux des hiérarchies. Elles utilisent la langue vulgaire aussi pour leurs poèmes et leurs textes de spiritualité. Elles pratiquent la musique et tous les arts, excepté la danse. Elles donnent impulsion à des œuvres d'art, chapelles, objets artistiques, peintures, vitraux, et elles-mêmes en réalisent. Les jardins clos sont une de leurs créations artistiques dévotionnelles qui prit essor à partir du XVe siècle. Puisque le mot « paradis », dérivé du perse ancien, signifie « jardin clos et merveilleux », ces petites armoires en représentent, tout comme les icônes, une image au-delà de l'image. La prière a des temps individuels et des temps collectifs, marqués par les différentes règles et par les périodes liturgiques. Au centre du béguinage s'érige l'Église pour la prière commune. Au niveau de la vie spirituelle, elle jouit au Moyen-Âge d'une telle renommée que Monial et théologiens viennent chez elle pour des séjours ou des visites. La mystique rhénane leur doit beaucoup. Ruysbroeck l'Admirable fréquentait les béguinages de Bruxelles où sa mère s'était retirée et Maître Eckhart était un visiteur assidu de celui de Cologne. La mystique nuptiale, amoureuse, la mini-mystique, inspirée du Cantique des Cantiques et des sermons de Saint Bernard sous celui-ci, trouve écho dans les modèles de l'amour courtois de l'époque et dans la poésie des troubadours. L'élément nuptial amène les béguines à communier plus souvent, alors qu'à l'époque, on communiait une seule fois par an à Pâques. Cette sensibilité amoureuse les pousse à une imitation du Christ jusqu'à dans sa passion. Les béguines, en outre, s'identifient à Marie, laïque, chaste et sainte. La pietà prend origine dans la spiritualité béguinale et en incarne l'idéal, la relation au Fils, la chasteté librement choisie, l'indépendance, le rôle de consolatrice des souffrants et de gardienne des morts. Sonder warum, l'amour est sans pourquoi. Le pur amour est totale gratuité, ni par désir du paradis, ni par la peur de l'enfer, mais uniquement pour l'amour. L'esprit dont la louange est parfaite laisse Dieu en silence être Dieu, écrit à De Weyck d'Anvers. Sonder Mittel, sans intermédiaire, car pour atteindre la contemplation de l'unique, tous les moyens, paroles, signes, actions, les vertus mêmes doivent se dissoudre dans l'unité, en un détachement de l'agir qui s'accompagne d'une parfaite disponibilité à autrui, sans que la joie intime en soit atteinte. La mystique de l'essence, la Wesen mystique, consiste à devenir sur terre ce que nous sommes dans l'essence, c'est-à-dire dans les projets de Dieu. Dans sa 4e vision, De Weyck contemple son archétype en Dieu. Le concept de nudité spirituelle est bien présent dans les miroirs des âmes simples et anéanties de Marguerite Porete. Bref, chacun de nous peut devenir parfait et même semblable à Dieu, pourvu qu'il se dépouille de son ego. Leur règle de vie les a amenés pendant des années à se vider de leur ego, au travers d'un chemin personnel de sanctification dans la liberté. Pour preuve de cette richesse de vécu spirituel, voici les profils télégraphiques de quelques béguines parmi les plus célèbres. Marie Doigny, première béguine à avoir réuni un groupe autour d'elle, jouit d'une énorme influence. Son biographe, Jacques de Vitry, pour la suivre, abandonne une brillante carrière d'académicien à Paris. Béatrice de Nazareth écrit Les 7 degrés d'amour. Décrite par Gaspard de Crayère comme une jeune saine et jolie, elle se mortifia au point de devenir une épave humaine. Christine de Saint-Tron
la plus chamaniste de Béguine a des dons extraordinaires pour supporter les épreuves qu'elle s'inflige avec du feu, des pois, de l'eau bouillante. Elle se préoccupe beaucoup des condamnés à mort et des mourants. Élisabeth de Spalbeck, d'après Philippe de Clairvaux qui en écrit la biographie vers 1276, est un François d'Assise au féminin, avec des stigmates et des extases. Julian de Norwich, dans son livre de révélation, souligne la maternité de Dieu. Adéwaïque d'Anvers nous a laissé diverses œuvres de grande valeur poétique et mystique, mais nous ne savons presque rien d'elle. Julienne de Cornillon, à la suite d'une vision, instaure en 1246 la fête Dieu, qui sera par la suite généralisée à toute l'Église par Urbain IV en 1264. Elle a aussi les dons de la prophétie. Ida de Léo, très jeune déjà, se consacre au dessin et à la calligraphie. Ida de Nivelles connaît une expérience semblable à celle de Sainte Folle en Christ de la tradition orthodoxe. Ayant abandonné son état de dame pour une pauvreté extrême, elle circule habillée comme une misérable. Marguerite Porrette est mise au bûcher pour avoir écrit le Miroir des âmes simples et anéanties. Ce texte, que pendant des siècles on avait cru perdu, fut heureusement retrouvé et identifié par l'historienne Romana Guarneri en 1946. Mechtilde de Magdebourg, née dans une famille aristocratique, préfère au couvent une communauté béguinale à Magdebourg. À 40 ans, elle écrit en allemand « Lumière ruisselante de la déité », un traité de visions en prose et vers. Les Béguines ont leur patronne reconnue par l'Église en Sainte Catherine d'Alexandrie et en Sainte Bègue, fondatrice du monastère d'Andenne. Aujourd'hui, seule la Belgique conserve encore un nombre significatif de béguinages, plus de 20, et depuis 1998, 13 d'entre eux ont été classifiés par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. On en trouve aussi un à Amsterdam et un à Breda, et quelques traces dans les Flandres françaises. Le reste est uniquement œuvre de reconstruction historique et cartographique. Le premier béguinage dont nous ayons une trace documentée est celui de Louvain, grâce à une lettre du doyen Runerus qui, en août 1232, donne son approbation pour la construction d'une chapelle dans les futurs grands béguinages. Au XIIIe siècle, les siècles d'or du mouvement béguinal, il y a 94 béguinages en Belgique, 37 en Hollande, 36 dans le nord de la France, 54 en Allemagne, et dans un moindre nombre en Italie, en Hongrie, en Suisse, au Luxembourg, en Autriche, en Pologne, en Angleterre. Le béguinage est une protection vers l'extérieur, mais aussi une forme de contrôle et d'endiguement du mouvement. À partir de 1240, cette forme communautaire devient la forme prédominante du mouvement béguinal. Et là où les béguinages deviennent des paroisses, ils ont plus de garanties de continuité. C'est la principale raison pour laquelle, bien que les premiers groupes de béguines soient nés dans le diocèse de Liège, c'est surtout en territoire flamand de Belgique qu'il en reste des traces. Tout en ayant des caractéristiques spatiales communes, chaque béguinage a son style propre. Le plus petit, celui d'Anderlecht, près de l'église de Saint-Pierre-et-Guidon, n'accueillait que 8 béguines. Le plus grand, tel le Tenove de Louvain ou le Sainte-Élisabeth à Gand, en accueillait des centaines. La proximité d'un cours d'eau facilitait le travail de lavage de draps et de laine. La typologie spatiale des béguinages est à carré ou en échiquier, ou un mélange des deux. Parfois, ils sont entourés d'un fossé. À la porte d'entrée, une béguine gardienne en contrôle les accès. À l'heure de fermeture, toutes les béguines se doivent d'être rentrées et toutes les visites d'être sorties. Au-dessus de la grande porte d'entrée, il y a souvent la statue du saint patron du béguinage. Au centre s'érige l'église. Tout autour se trouvent les habitations individuelles à un étage avec un petit jardin et des décorations dévotionnelles qui en personnalisent l'entrée.
Le couvent est l'habitation collective des non-propriétaires, et la maison de la grande dame est assez facilement identifiable. Il y a ensuite l'infirmerie, la table du Saint-Esprit et divers éléments dévotionnels disséminés, chapelle, pietà, statue, calvaire, pour encourager un climat de recueillement et de prière. Si le béguinage vit des travaux agricoles, il y a aussi une remise ou d'autres constructions à caractère économique. Le régime napoléonien exproprie ces biens aux intéressés pour en faire une propriété de l'État et les transformer en habitation à loyer modéré. Cela explique pourquoi aujourd'hui encore divers béguinages appartiennent aux institutions publiques sociales. Risquant souvent le déclin, certains d'entre eux ont trouvé une destination actuelle intéressante. Louvain, cédé depuis 1963 avec bail amphithéotique à l'Université catholique, est devenu un attrayant campus universitaire pour professeurs et étudiants. Bruges, depuis 1927, est habité, suite à une demande de l'évêque, par une communauté démoniale bénédictine, longtemps habillée comme les béguines, pour ramener dans ce lieu une dimension de prière et de spiritualité. Hasselt a été transformé en centre culturel, communal et provincial. Bruxelles a reconstruit sur le site du béguinage près de l'église de l'époque un home pour personnes âgées, l'Hospice Pacheco, géré par des institutions publiques. Tirlemont est depuis 1963 siège de la Croix-Rouge. Hoogstraten, donné un bail amphithéotique à une ASBL qui l'a rénové, est devenu un quartier résidentiel à loyer modéré. À part les béguinages existants, dont certains sont hélas mal en point, la présence du mouvement béguinal dans les quotidiens est limitée à des noms de rues, de cafés, d'écoles, de restaurants, de pralines ou représentés sur des boîtes de biscuits. La Hollande et la Belgique ont imprimé des timbres postaux. Il y a toutefois une exception revitalisante, les petits béguinages de la Lozelle à Louvain-la-Neuve. Dans les années 90, de nouvelles maisonnettes ont été bâties autour d'une placette. Là, on prit demeure des personnes pensionnées vivant seules ou en couple et un prêtre, avec l'intention explicite de s'inspirer du mouvement béguinal et de faire tache d'huile parmi les personnes plus âgées. L'expérience du mouvement béguinal est-elle un message sans retour ou une indication aussi pour l'avenir ? Difficile de le dire, mais notre temps présente des analogies avec celui de l'élan du mouvement béguinal d'il y a 8 siècles. La nouvelle organisation économique induite par la globalisation, les nouveaux pauvres qui errent dans les villes, une population de femmes seules ou avec enfants, souvent après un échec du couple, et enfin une forte exigence de spiritualité. Il y a le besoin d'être dans le monde avec l'engagement et des œuvres, mais aussi d'être quelque part à l'abri de tant de distractions inutiles qui nous décentrent de notre centre de gravité, si nécessaire à notre équilibre personnel. Et il y a enfin ce désir frénétique de bonheur qui nous démange et qui se présente à nous plus comme un labyrinthe que comme un chemin linéaire. Les béguines nous offrent une cohérence et une voie pour l'atteindre. Julia Kristeva écrit « L'amour mystique de ces femmes aurait connu des passions paroxystiques, des dédoublements insoutenables, des intimités partagées. Elles ont trouvé dans l'amour mystique un continent et un contenant, à la fois externe et interne aux sociétés laïques et religieuses de leur temps. Elles sont cloisonnées des uns et des autres, non pour échapper à l'exclusion, l'horreur ou le mal, mais pour mieux les affronter. Tel fut le chemin du bonheur. À quelques siècles de distance, la question reste ouverte. En existe-t-il un autre ?